Salut et bienvenue à ce podcast À l'écoute avec Caroline Bérubé. Celui-ci qui explore le voyage de l'âme à travers chaque expérience que l'être humain peut parcourir. Je suis Caroline, hypnothérapeute et maman d'une petite fille de 4 ans. Passionnée par tout ce qui touche à l'évolution personnelle, la reconnexion intérieure ou même la guérison émotionnelle. Parce que chaque parcours de vie est unique, façonné par nos défis, nos joies, nos blessures, nos rencontres et même nos prises de conscience. Et à travers toutes ces réflexions sincères, il y aura des partages personnels, des témoignages inspirants et on plonge même ensemble dans des sujets comme autant le mal-être, la culpabilité, l'intuition, la reconnexion de soi, les croyances, tout ce qui peut être par rapport à les épreuves qu'on peut vivre sur notre chemin d'évolution. Et ce podcast est une invitation même à mieux comprendre qui nous sommes au-delà du visible, des masses et à retrouver cette connexion profonde en soi, qui est cette connexion avec notre âme. Parce que se choisir, c'est d'abord d'apprendre à s'écouter et à se reconnecter à qui on est vraiment. Dans ce nouvel épisode, je vais prendre le temps de parler de ce sujet qu'on parle pas souvent, mais qui est très récurrent chez les gens pour même avoir accompagné énormément de gens où la culpabilité était souvent une des plus grandes souffrances de chacun, peu importe l'aspect de leur vie. Puis pour moi part, c'est un sentiment qui m'a accompagnée pendant vraiment longtemps, à croire que je dérangeais tout le temps, que j'étais jamais à la bonne place, que j'avais juste pas le droit d'être pleinement moi. Et pendant longtemps, j'ai cru que j'étais le problème. Que si je souffrais, c'est parce que j'étais juste de trop. Aujourd'hui, j'ouvre cet espace pour parler justement de tout ce mal-être profond qui m'a accompagnée pendant si longtemps et amorcer avec toi juste ce chemin de libération et de savoir que c'est possible que les choses soient différentes. C'est possible de se libérer de ce sentiment si lourd et pesant à l'intérieur de toi parce qu'on ne devrait jamais avoir à s'excuser d'exister. Personne ne devrait avoir à vivre avec ce genre de mal-être intérieur. Cette culpabilité d'être simplement toi. Mais malheureusement, certains d'entre nous naissent dans des familles où ce que les parents ont appris à faire de leur mieux, ne sachant pas nécessairement comment élever un enfant, parce qu'on sait comment élever un enfant, élever des enfants, ça vient pas avec aucun manuel. Cependant, nous élevons nos enfants et les éduquons dans comment on a été, nous, éduqués, dans autant notre façon d'être éduqués, élevés, et dans les blessures qu'on a eues dans le passé. Parce que chacun d'entre nous vit des blessures intérieures, des traumatismes, des situations qui nous marquent à vie. Puis lorsqu'on est, nos parents nous transmettent ce genre de blessures, ce genre de problématiques-là, peu importe quelle qu'elle soit, sachant qu'ils font de leur mieux, comment on peut faire de notre mieux. Cependant, ces blessures-là se poursuivent de génération en génération. Puis pour ma part, ça a été très difficile parce que moi, je suis née, en fait, à ma naissance, j'ai dû être séparée de ma mère parce que je me suis fait opérer un rein. Puis, ce rein-là a été, un de mes reins, dans le fond, était double, donc il a été retiré. Puis c'est ce qui a fait que j'ai été hospitalisée pendant plus de 2 semaines. Donc, j'ai été juste toute seule dans mon incubateur pendant ce temps-là pour essayer de récupérer et de survivre à cette opération qui, on peut voir aujourd'hui, je m'en ai sortie. Cependant, c'est ce qui crée déjà un grand traumatisme pour un enfant dès la naissance, d'être séparé de ses parents, dont sa mère. Puis, en fait, ce qui fait que je commence déjà la vie avec une blessure de l'abandon et du rejet. Ce qui fait qu'au fil des années, tout devient de plus en plus difficile parce que ce lien-là a déjà été brisé dès le début. Puis, c'est ce qui fait que la mère a aussi reçu toutes sortes de... Comment je peux dire ça? Bien, autant de blessures, d'émotions, de difficultés par rapport à ça, parce que ce qui a fait en sorte que j'étais un bébé très difficile, parce que comme j'étais un bébé naissant, j'avais mal, mon corps en souffrait, j'étais pas capable d'être dans les bras de mes parents, je faisais que pleurer tout le temps. Donc, mes parents ont eu leur premier enfant
avec énormément de difficultés à pouvoir être les parents qui auraient voulu sûrement être avec moi, réconfortants, rassurants, sécurisants. Tandis que moi, en fait, c'était pas possible parce que peu importe comment ça se passait pour moi, ça a l'air que j'étais jamais bien dans les bras, tu sais. Puis au fil du temps, j'ai eu une sœur, puis de 2 ans et demi plus jeune, pardon. Puis, ayant eu une sœur plus jeune, j'ai souvent été... en fait, on m'a toujours un peu donné le rôle de la personne qui devait surveiller ma sœur, tu sais. Parce que comme j'étais plus vieille, comme j'allais quelque part avec elle, comme elle était là avec moi, elle me suivait avec mes amis, aller au parc, je devais être la personne responsable de sa sécurité. Puis comme que moi, j'avais pas vraiment reçu cette sécurité-là, je ne savais pas vraiment comment la donner. Donc, je faisais de mon mieux pour la surveiller, pour être là pour elle, pour veiller à ce que tout allait bien. Cependant, on m'avait donné un rôle qui n'était pas le mien, celle d'être responsable de ma sœur. Parce que malheureusement, les parents ont la façon très maladroite de mettre cette lourde responsabilité en tant qu'enfant plus vieux, d'être responsable de nos jeunes frères et sœurs. Souvent, c'est des croyances qu'on entend souvent dire de nos parents ou de grands-parents. Hein? T'es responsable de ta sœur, faut que tu t'en occupes, faut que tu prennes soin d'elle, c'est à toi d'être là pour elle quand elle en a besoin. Mais ça, en fait, c'est des parents qui se déresponsabilisent de leur propre responsabilité parce qu'en réalité, ça ne devrait jamais être à un enfant aîné de s'occuper de son frère ou de sa sœur parce que c'est pas parce qu'un parent a choisi d'avoir plusieurs enfants que le plus vieux, lui, est responsable et doit prendre soin de ses frères et sœurs. Il n'a pas choisi, lui, d'avoir des frères et sœurs qui devaient s'en occuper. Lui, il est né pour s'occuper de sa propre vie, d'avoir sa propre mission, mais pas d'avoir à s'occuper et de se charger de tout ce que son frère et sœur peut avoir à faire ou vivre ou choisir comme choix. Et moi, c'est ce que j'ai connu dans mon parcours, dans ma famille, parce que comme j'ai eu cette responsabilité-là, autant en étant jeune, mais surtout en vieillissant. Lorsque mes parents avaient acheté un chalet dans le Nord, mes parents allaient souvent, pas se réfugier, mais ils allaient passer le week-end au chalet. Puis en vieillissant, évidemment, j'étais rendue comme à 15-16 ans, bien, j'étais capable de me garder toute seule, de pouvoir décider de ne pas aller au chalet. Cependant, comme ma sœur plus jeune voulait, elle aussi, ne pas aller au chalet pour rester avec ses amis, mes parents me tenaient responsable de ma sœur, de qu'est-ce qui allait arriver, si qu'elle rentre à la maison, qu'elle mange, qu'elle fasse ses choses, ainsi de suite. Mais moi, j'ai eu une sœur qui a fait des choix tout à l'inverse de moi. Parce que moi, dans le fond, j'ai été élevée avec... j'avais des conditions strictes, je ne peux pas rentrer à telle heure la fin de semaine, ni les soirs de semaine. Puis, malheureusement, je crois, puis c'est pas général, je sais que c'est différent pour chaque famille, chaque personne, mais dans la mienne, c'était... la deuxième est toujours un petit peu plus lousse, comme on peut dire. Surtout aussi dépendamment du caractère du deuxième. Puis le caractère de ma sœur, était un peu dans le... Peu importe qu'est-ce que tu vas me dire, moi, je vais le faire quand même. Donc, ayant cette responsabilité-là, les fins de semaine que j'étais seule avec elle à la maison, ma sœur, elle allait se promener, faire les choses avec ses amis. Puis évidemment, comme j'avais la responsabilité, c'est moi qui devais veiller à ce que ma sœur revienne à la maison ou qu'elle écoute quels étaient les règlements de la maison. Mais cependant, j'avais une sœur qui en avait rien à cirer de ces règlements-là. Donc, elle faisait tout ce que moi, j'avais pas fait dans la vie. Donc, elle sortait avec ses amis. Elle avait seulement 14-15 ans. Elle revenait à la maison des fois à 2-3 heures du matin parce qu'elle avait bu, parce qu'elle était allée je sais pas trop avec ses amis, elle essayait des drogues, elle faisait tout ce qu'un ado peut vouloir faire, ce qui peut être normal, mais comme moi, j'avais pas connu ce genre d'amis-là, ce genre de situation-là, moi, j'y comprenais pas grand-chose, mais j'étais quand même la personne qui était responsable d'elle. Donc, comme c'était une lourde responsabilité, sachant tous les choix qu'elle faisait, ça me mettait toujours dans des situations où ce que je devais reporter à mes parents, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Mais comme vous comprendrez, comme c'est moi qui devais faire le compte-rendu et que, il y avait pas grand règle qui était respectée, je devenais la mauvaise personne, la mauvaise sœur qui se toulait, qui disait les choses. Fait que si tu peux penser un petit peu la culpabilité que je pouvais avoir et la responsabilité de devoir
veiller à ce que ma sœur faisait les choses, le poids que ça mettait sur mes épaules quand j'avais aucune idée de qu'est-ce qu'elle faisait, elle me laissait pas savoir qu'est-ce qu'il en était. Par le lendemain, je finissais par apprendre qu'elle était à tel endroit avec telle personne, des fois des endroits qui avaient aucun bon sens pour une jeune adolescente de 14-15 ans. Mais moi, j'avais cette lourde responsabilité-là de m'assurer qu'il n'arrivait rien de grave à ma sœur. Parce que s'il était pour arriver quelque chose de grave, je serais la personne responsable, sachant qu'elle était responsable des choix qu'elle faisait. Mais dans une famille, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si ton père et ta mère t'ont mis responsable de ta sœur ou de ton frère, ben c'est toi qui vas en écoper les résultats. Fait que tu peux un petit peu imaginer à quel point j'étais dans un stress constant, une anxiété qui était là à tous les jours dans les pensées, d'avoir peur qu'il y ait quoi que ce soit à ma sœur. Toutes les choses que j'ai pu dire ou que j'ai pu faire pour essayer de retrouver ma sœur, de ramener ma sœur à la maison, d'essayer d'aller la chercher dans des endroits qui n'étaient pas possibles, parce que moi, j'étais la personne qui devait veiller sur elle. Mais à ses yeux à elle, j'étais la grande sœur fatigante, plate, pas fine, qui faisait juste vouloir gâcher ses parties, gâcher ses moments. Mais moi, on m'avait donné cette lourde tâche de m'occuper d'elle. Fait que, comme vous pouvez voir, j'ai vécu pendant quelques années cette dure responsabilité-là parce que à chaque fois que mes parents revenaient, que moi je stoulais ou que je disais qu'est-ce qu'il y en était, bien malheureusement, ça tombait que c'est toujours moi le problème parce que ma sœur était soit bonne pour mentir, soit bonne pour dire que c'était pas vrai, soit pour dire que c'est juste moi qui n'avais pas été capable de faire ce qu'on m'avait demandé. Donc, au final, j'étais jamais la bonne personne, la personne correcte, capable de maintenir à ce qui était entendu ou même attendu de mes parents, mais ce qui était justement désiré, tu sais. Fait que ce qui faisait en sorte que peu importe qu'est-ce que je faisais, ben c'était jamais la bonne chose parce qu'au final, j'étais pas capable de gérer ou de contrôler ma sœur, ce qui était carrément impossible dans les choix qu'elle faisait, autant d'amis, autant d'expériences qu'elle souhaitait faire. Donc, à travers toute cette lourdeur-là, tous les fois où j'essayais de m'exprimer pour nommer comment je me sentais, comment je voyais les choses, bien moi, malheureusement, j'ai eu un père qui m'a jamais laissé la liberté de m'exprimer. Malgré tout son bon vouloir, de vouloir être un bon père, une bonne personne, dans ses blessures à lui, dans comment lui a vécu les choses dans sa vie, ça faisait en sorte que moi, peu importe ce que j'essayais de nommer, de dire comment je me sentais, c'était pas entendu, c'était pas écouté parce que à ses yeux à lui, c'était le père et c'était lui qui savait tout, c'est lui qui savait comment les choses fonctionnaient. Donc moi, peu importe ce que j'essayais de nommer, comment je me sentais dans cette situation-là, j'étais toujours coupable, j'étais toujours responsable, c'était de ma faute si les choses ne se passaient pas comme c'était prévu dans les yeux de mes parents. Fait que tu peux imaginer le poids énorme que je portais dans ces années-là, de devoir toujours show up à la place de cette responsabilité-là que mes parents n'ont jamais voulu prendre pour peu importe la raison qui leur appartienne aujourd'hui, mais qui fait en sorte que moi, pendant des années, j'ai porté toute cette culpabilité de ne jamais être capable de répondre aux besoins et aux attentes de mes parents face à m'occuper et à être en charge de ma sœur dans lequel le rôle où je ne devais pas vraiment avoir à porter sur mes épaules. Fait que je dirais que c'est pas mal dans ces années-là, si tu as pris le temps d'écouter ce premier épisode, si tu n'as pas eu l'occasion, je t'invite à aller l'écouter. Mais c'est ce qui va comprendre pourquoi j'avais autant ce mal-être, ce désir de vouloir mettre fin à mes jours. Parce que moi, toute cette adolescence-là, j'étais restreinte, j'étais dans les punitions, les conséquences. Il n'y a rien que je faisais qui était... En fait, j'avais aucune liberté parce que mon père était dans une insécurité, un vouloir de contrôle absolu que, avec moi, c'était correct de contrôler, de mettre des barrières, de m'interdire parce qu'il y avait donc peur qu'il m'arrive quelque chose. Mais pour ma sœur, c'est moi qui avais ce fardeau-là. Donc, c'était comme un double fardeau d'en plus devoir être ce que mes parents s'attendaient de moi et de ne pas pouvoir les faire par peur qu'il m'arrive quelque chose. Mais je devais m'occuper de ma sœur qui, elle, pouvait quand même le faire, mais c'est quand même moi qui étais coupable si elle les faisait et non elle-même.
Donc, tout ça pour dire que j'avais ce mal-être, ce poids lourd qui pesait tellement que je me rappellerai toujours que dans ces périodes-là, autour de 15-16 ans, il n'y a pas une journée que je pensais que je voulais que ça arrête. Mais pas juste que ça arrête, c'est que je voulais juste disparaître. Je savais clairement que peu importe ce que j'allais faire, que j'allais dire, ça n'allait jamais être entendu. Peu importe le nombre de fois où j'ai essayé de m'exprimer, j'ai essayé de mettre mon pied à terre, de crier, il n'y a rien que j'ai pas essayé de faire pour essayer de me faire entendre parce que justement, peu importe ce qu'il en était, j'avais jamais raison. Fait que moi, tout ce que je souhaitais, je pense qu'il n'y a pas un matin où j'étais à l'adolescence puis que je m'imaginais écrire une lettre à mes parents pour leur écrire à quel point j'étais désolée de ne pas être la personne qui s'attendait de moi, de ne pas être capable de répondre à leurs besoins, puis de ne pas être jamais capable de faire ce qu'ils me demandaient. Mais j'étais tellement dans une incapacité de pouvoir être quelqu'un que je voulais juste m'en aller. Je voulais juste m'évader. Mais je savais quelque part que j'étais pris parce que j'avais tellement peur, justement, que ça fonctionne pas. En fait, à ce moment-là, à l'âge de 15-16 ans, je me rappellerai toujours qu'à tous les soirs, la nuit, quand que je me couchais puis je m'imaginais écrire cette lettre, la seule raison pour laquelle je le faisais pas, malgré que c'est eux qui me faisaient sentir comme ça, je m'imaginais pas leur faire ça à eux. Je ne m'imaginais pas qu'un lendemain matin, ils se réveillent, que je sois plus là. Puis je voulais tellement pas leur faire souffrir que je préférais souffrir, puis de le ressentir, puis de garder ça sur mes épaules, au lieu de eux le voir souffrir, puis de leur faire ce mal-là à eux. Donc, pendant des années, j'ai choisi de rester dans cette souffrance, de continuer à avancer, d'essayer d'être quelqu'un qu'on me demandait d'être, mais qui était loin, d'être la personne que j'étais, que je savais qu'il était possible d'être. Puis au fil des années, j'ai juste continué à avancer. Il y avait, je sais pas quelle force à l'intérieur de moi, quelle puissance. Définitivement, c'est mon âme qui m'aidait à avancer en mettant des bonnes personnes sur mon chemin, à mettre des belles situations, des belles événements qui faisaient que au fil du temps, j'avançais puis j'étais capable de voir les choses d'une autre façon, que j'étais capable de continuer à avancer, de penser que il y avait quelque chose de beau en quelque part qui m'attendait. Puis je sais que j'ai eu beaucoup de personnes qui se sont mis sur mon chemin pour m'aider à avancer. Puis une des personnes qui m'a le plus aidée dans mon parcours, c'est un ancien copain que j'ai rencontré. Je devais avoir, je me rappelle plus du temps, mais je pense que j'avais peut-être 19, 20 ans ou 21 ans, là, dans ces alentours-là. Puis cette personne-là que j'ai rencontrée, justement, en tout cas, je me rappellerai toute ma vie quand je l'ai rencontrée. Je travaillais à la cabine téléphonique dans le temps. Je pense que je devais avoir 19 ans, à Repentigny. Puis c'était un nouveau gérant qui s'en venait pour travailler. Puis la minute que je l'ai vu, ce gars-là, ça a fait comme « Wow! Qu'est-ce que ce gars-là, il peut être comme personne? » C'est comme un soleil, mettons, qui apparaissait. C'était tellement quelqu'un qui, oui, qui paraissait bien, mais dans son énergie, dans sa personne, ça éliminait quelque chose en moi qui donnait envie d'apprendre à le connaître. Puis, fait que quand j'ai su que cette personne-là allait venir travailler où est-ce que je travaillais, ça m'avait vraiment rendue de bonne humeur. Puis je me rappelle que j'avais hâte qu'il commence à travailler parce que définitivement, ce travail-là, c'était pas le travail d'une vie. Définitivement, là, c'était un travail d'à côté. Ben, le pire, c'est que j'étais quand même temps plein, temps partiel à ce moment-là, mais bref, qui était dans la vente, là, après le DEP que j'avais fait en vente. Puis cette personne-là, définitivement, on avait un contrat d'âme, il y avait une raison pour laquelle il s'est mis sur mon chemin pour m'aider à illuminer ma vie, parce qu'on a travaillé pendant quelques mois ensemble, puis c'est devenu, de un, c'était comme un de mes meilleurs amis. Il me faisait sentir
spécial. Il me faisait sentir qu'il était intéressé à moi. Quand on parlait des choses, il s'intéressait à comment je vivais les choses, il voulait mon bien-être, il voulait mon bonheur, même si j'avais pas vraiment connu de personnes comme ça dans ma vie. J'en ai eu d'autres. Quelques personnes auparavant, mais je dirais que lui, il m'a vraiment aidé à voir une partie de moi que je ne voyais pas moi-même parce que justement, je me sentais tellement jamais la bonne personne, de la bonne façon. Puis je me rappellerai toujours que plus on se rapprochait, plus on devenait des amis. En fait, plus lui, il développait des sentiments pour moi. Mais moi, j'étais pas capable de croire qu'une personne comme lui, tellement il était wow pour moi, il était tellement le fun, on riait. Il me faisait rire, là, ça avait pas de bon sens. Même qu'à un moment donné, ma grand-mère l'avait rencontré, puis elle m'avait dit, Caro, elle dit, je pense que si je t'ai jamais vue être aussi heureuse avec quelqu'un que quand je te vois avec ton ami, rire comme ça, tu sais. Puis ça m'avait fait rendre compte à quel point elle avait raison, que ça faisait des années que j'avais pas été aussi heureuse, d'avoir autant de plaisir, puis de me laisser aller avec quelqu'un sans essayer de prouver quoi que ce soit. Même si j'étais loin d'être parfaite à ce moment-là parce que j'étais pas nécessairement une bonne personne, parce que j'avais tellement appris à me protéger, à me mettre des masques par rapport à tous les blessures que j'avais. J'étais d'une personne qui était dans son ego tout le temps, dans la méchanceté par moments. J'étais difficile à reconnaître, mais malgré tout, il y a qu'une partie de moi qui était capable d'apprécier la personne qui était. Puis plus ça allait, plus ça développait quelque chose à l'intérieur de moi. Mais comme j'avais tellement cette souffrance-là que j'avais de la difficulté à laisser entrer côté amoureux, tu sais, parce que lui, plus ça allait, plus il me disait comment qu'il se sentait, comment que lui, il y avait des sentiments pour moi, puis qu'il se voyait avoir plus avec moi, mais moi, j'avais vraiment de la difficulté, puis tout ce que je faisais, c'était trouver des excuses pour lesquelles ça pourrait ne pas fonctionner, tu sais. Puis finalement, j'ai fini par me laisser un peu aller. J'ai fini par faire confiance, à embarquer dans une relation avec lui. Définitivement, ça n'a pas duré longtemps parce que mon côté auto-saboteur a tellement pris le dessus. Il était tellement trop fin pour moi. C'était tellement pas normal pour mon système nerveux d'avoir une personne qui était aussi attentionnée, aussi généreux, aussi gentil de sa personne, il était super affectueux. On avait du fun ensemble, on faisait plein d'activités, toutes des choses que les deux, on aimait. Tu sais, comme le genre de gars que tu vas avoir dans ta vie, mais que moi, à ce moment-là, je n'étais pas capable de le voir de cette façon-là parce que j'ai tellement été habituée dans des reproches tout le temps d'être la personne que j'étais, toujours des commentaires négatifs, toujours. Puis ça, éventuellement, j'en reparlerai dans un autre podcast. Mais j'étais tellement dans des pensées, des choses négatives que, malgré tout, j'étais pas capable d'apprécier la personne qui était. Puis à un moment donné, j'ai voulu emménager avec lui dans son nouvel appartement. Honnêtement, je pense que si j'ai pas fait 2 semaines, j'ai été là 3-4 semaines maximum. Puis à un moment donné, il est arrivé une situation où ça fonctionnait pas à ma façon. Puis au lieu justement de communiquer, de parler avec lui, ce qu'il m'avait offert, de jaser, puis il y avait juste quelque chose qui avait pas fait mon affaire dans ce qu'il m'avait dit. Puis pourtant, c'était rien de méchant. C'était juste qu'il voulait parler de quelque chose qui lui convenait pas. Bien, moi, tout ce que j'ai fait, c'est le rejeter comme si c'était une vieille guenille. Puis j'ai dit, ben moi, ça fonctionnera pas pour moi. Ça me convient pas. Puis ciao, bye, je m'en vais. Puis je me rappellerai toujours le visage de cette personne-là quand je l'ai laissé. Puis j'ai dit que ça se terminait là. Lui, il comprenait pas à quel point je pouvais juste le rejeter aussi facilement que ça, en n'essayant pas de parler, de communiquer, de voir les choses d'une certaine façon, de juste s'expliquer pour... Moi, dans ma tête, c'était juste « ça fonctionne pas, ça me convient pas ». Comme j'avais tellement été rejetée au nombre de fois possible dans le passé, bien pour moi, je faisais juste refléter ce que j'avais connu. Fait que pour moi, c'était juste « ça me convient pas, ça se termine là ». Puis même tellement que c'était un bon gars, il m'a aidé à redéménager chez mes parents à ce moment-là. Puis je me rappellerai toujours, mais mes parents, ils étaient comme à quel point ils avaient quand même perçu que j'avais pas été méchante ou vraiment pas avoir fait ça de la bonne façon avec lui. Puis ils étaient quand même venus m'aider à redéménager. Fait que ça démontre à quel point c'était vraiment un bon gars. Puis tout ça pour dire que par après,
j'ai continué à faire ma vie, à faire les choses. Puis comme les deux, je peux pas dire combien de temps ça a passé entre qu'on s'était laissés, mais comme il y avait un lien vraiment fort entre les deux, pendant pendant 1 an ou 2 par la suite, on s'est mis à continuer à jaser par téléphone, les deux. Des fois même, on allait dîner ensemble parce qu'en fait, on était 2 représentants qui travaillaient sur la route. Puis une fois de temps en temps, on allait soit dîner ensemble ou je te dirais même que quotidiennement, on se parlait énormément au téléphone. Mais ce gars-là, je savais pas à quel point c'était la personne qui me maintenait le plus en vie. Parce que malgré toute cette souffrance-là qui était là à tous les jours, lui, à tous les semaines, il était quand même là pour me parler, pour me faire rire, pour maintenir des conversations. Des fois, c'était juste de dire des niaiseries, mais plusieurs années plus tard, au moment où j'ai parlé dans mon premier épisode, où j'avais rencontré la mère d'une de mes amies, c'était dans cette période-là où ça avait été le plus difficile. C'était quelques années après la relation qu'on avait eue. Puis je me rappelle qu'au moment où il est revenu dans ma vie, à un moment donné, on s'était parlé au téléphone, puis il m'avait dit « Caro, faut que je te dise, j'ai envie d'être honnête avec toi puis de dire, sais-tu à quel point, quand on était ensemble, t'as été vraiment une merde avec moi? » Puis quand il m'a dit ça, autant que je riais, mais autant qu'il savait que j'avais fait du travail sur moi, que j'avais lu des livres de développement personnel, que j'étais une personne qui voulait m'améliorer, qui était vraiment mieux qu'il était. Puis il m'avait dit, faut que je te dise, là, t'as tellement été méchante avec moi, t'as tellement dit des choses pour me rabaisser, pour me nuire, Puis j'étais comme, sais-tu quoi? T'as vraiment raison. Puis je pense que c'est un cadeau que je l'avais fait à ce moment-là de le laisser parce que définitivement, j'étais pas une bonne personne pour lui. Mais j'avais tellement de souffrance à l'intérieur de moi que c'était impossible d'aimer quelqu'un comme lui s'attendait de moi parce que j'avais tout ce mal-être-là qui était là, qui me suivait à tous les jours, à tout moment. Puis quand on s'était parlé, puis il m'avait dit, sais-tu quoi? Il dit, autant que ça me fait du bien de te le dire, que c'est comme ça, tu sais, que tu avais été avec moi puis que ça m'avait fait du mal. Mais il dit, je suis fière de toi aujourd'hui d'avoir changé, de t'être permis d'avoir changé des choses, d'être plus gentille, plus respectueuse, d'avoir appris à faire attention dans comment tu dis les choses. Puis c'est là que j'avais dit que j'avais commencé un cheminement plus par rapport à des livres, des lectures. À ce moment-là, je n'avais pas encore commencé l'hypnothérapie pour moi-même. Mais c'était un moment où quand il m'avait dit ça, puis c'est un moment qui était énormément bas pour moi, j'avais compris que même si ma famille autour de moi, les personnes que j'avais, les amis, me laissaient tomber, me faisaient croire que je valais rien, que j'étais pas une bonne personne, que c'était pas pour rien qu'on me détestait, ben cette personne-là qui m'avait vraiment aimée il y a une couple d'années m'a quand même confirmé que malgré comment j'avais été, il avait perçu que j'avais changé. Puis c'est ce qui m'a mis cette lueur d'espoir à l'intérieur de moi que si lui est capable de voir que j'ai changé, ben c'est possible encore de m'améliorer puis d'être aimée par certaines personnes, dont lui, qui reconnaissait la personne que j'étais, même comme j'avais été avec lui dans le passé, puis qui tenait d'une certaine façon à moi, puis c'est ça, j'ai de la misère à avoir des mots, mais c'est vraiment... Ce commentaire-là, le fait de cette conversation-là qu'on avait eue m'avait démontré que j'étais pas une si perte totale que ça, puis je valais pas si rien que ça, si je me fiais à ce que ma famille me dit dans ce moment-là, tu sais. Fait que cette conversation-là, je vais toujours m'en rappeler, puis c'est ce qui m'a donné le goût d'aller chercher plus loin, de croire en quelque chose qui était possible pour moi. Puis après ça, ben c'est là que j'ai commencé éventuellement à vivre d'autres situations, puis que là, j'ai travaillé de plus en plus sur moi, puis je me suis même posé les questions, qu'est-ce qui pouvait faire en sorte que je me libère de toute cette culpabilité-là, tout ce mal-être-là d'exister, qu'on me dise que j'avais pas ma place, que j'étais un fardeau pour les autres, que tout ce que je faisais, c'était pas correct. Au final, j'ai su au fil des années que oui, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de tort à beaucoup de personnes, mais ça venait de quelque part. Mais la différence entre ces personnes-là, c'est que moi, j'ai fait le choix de faire les choses différemment.
Puis au fil des ans, justement, j'ai appris à faire attention aux gens autour de moi. J'ai appris à dire les choses. J'ai appris à respecter comment les gens voulaient être reçus, comment les gens... en fait, j'ai compris que les gens avaient des limites, des gens avaient des besoins, eux autres aussi, puis qu'il n'y avait pas juste les miens qui devaient être répondus, mais celui des autres. Fait que peu à peu, au fil du temps, j'ai appris à me défaire de cette culpabilité-là, d'apprendre aussi à aimer la personne que j'étais, que je suis, d'accepter que j'avais un passé très souffrant, mais qui était justement possible de changer les choses en faisant des choix complètement différents.